Amrouche, comment est-il? Quand tu verras un être à la démarche noble, beau comme un dieu et couronné d'astéroïdes, tu pourras dire « le voici ». Le voici, en effet. Solide, l'œil noir, les cheveux bruns largement ondulés, le regard dévorateur sous un voile d'indifférence, bien calé sur ses pieds, le front dur et la lèvre gourmande. Amrouche a cette affectation algérienne dans le parler, le souci du beau langage. Il fronce légèrement les sourcils, articule avec soin, se laisse aller en arrière sur sa chaise, puis tout d'un coup éclate de rire, toutes ses dents dehors. Journal de Jules Roy, 17 juillet 1937. Une vie, une œuvre. Jean Amrouche, 1906-1962. Une émission de Catherine Pont-Imbert, réalisée par Annie Flavelle. Elle cueillait des figues de Barbarie, un long roseau dans la main. J'ouvrais la bouche pour lui dire, mais elle éclata de rire, celle dont les yeux brillent comme le jet et de qui le long collier d'ambre descend jusqu'à la ceinture. C'est une fille qui s'appelle Wardia. Si le nom de Jean Amrouche est spontanément associé aux grands entretiens que lui confia la radiodiffusion française dans les années 50, on sait moins qu'il fut également poète et homme d'engagement. Jean Amrouche fut à la radio l'inventeur des grands entretiens littéraires et réussit à convaincre les plus grands, parmi lesquels Gide, Claudel, Ungaretti ou Giono, de venir se confier à son micro, à une époque où le milieu littéraire se méfiait de la radio. Mais d'un point de vue personnel, le début de cette activité radiophonique coïncide avec l'interruption de sa production littéraire. Après 3 recueils de poésie, Cendre, Étoile secrète, Chamberbère de Kabylie, et un essai, L'éternel Jugurtha, qui disent la quête d'identité et les déchirures d'un hybride culturel, le poète kabyle se tait. Sa voix, en revanche, se fera toujours entendre à propos de son pays natal, l'Algérie. Taraudé par la question de l'identité, inscrit dans un biculturalisme qui fait de lui un solitaire, et dit-il le produit monstrueux de l'histoire coloniale, Jean Amrouche est profondément déchiré par la guerre d'Algérie. Car si la France est l'esprit de son âme, l'Algérie est l'âme de son esprit. Il a vécu cette guerre comme un drame intime, dont il n'aura pas connu le dénouement puisqu'il meurt en 1962, au moment de la signature des accords d'Évian qui déboucheront sur l'indépendance de l'Algérie. Algérien de naissance donc, mais aussi français et chrétien, Jean Amrouche est d'abord kabyle, et c'est probablement dans ce qui constitue l'homme un aspect fondamental d'Assadit Yassine. Jean Amrouche est kabyle, c'est-à-dire qu'il est né en Kabylie, Aril Ali, ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabylie de la Soumam. Il n'y est pas simplement né, mais je veux dire qu'il a été aussi élevé dans la culture kabyle. Son père et sa mère pratiquaient cette langue, et plus que cela, il y a tout un héritage culturel berbère, en particulier de poésie qu'il détenait par sa mère, et elle-même qui le détenait par sa mère également, et ses oncles maternels. Donc je pense que le monde où Jean Amrouche a vécu, c'est-à-dire Eril Ali, donc dans sa toute petite enfance, ça a été quelque chose de déterminant durant toute sa trajectoire, et c'est ce bain dans la culture ancestrale qui le marquera à vie et qui marquera sa poésie. Oui, mais en même temps, Assadit Yassine, Jean Amrouche a été élevé et il a grandi dans un biculturalisme réel et profond qui était celui de l'époque coloniale. Mais bien entendu, puisqu'il est né en 1906, nous sommes en pleine dans la période coloniale, et il y a une colonisation vécue par Jean Amrouche à l'extérieur, comme tous ceux qui sont nés à cette période et qui ont été à l'école française. Mais je dirais que chez lui, la colonisation
a été quelque chose d'autant plus fort que sa mère, en lui parlant berbère, elle lui a parlé aussi en français. Et cette mère, qui est donc Fatma Et Mansour, dont on peut trouver l'histoire de sa vie, comme elle l'appelle, elle, en librairie, la naissance, les conditions de sa naissance et les conditions dans lesquelles elle a été élevée font partie justement de ce système colonial. C'est une enfant naturelle qui a été élevée chez les sœurs blanches, et le fait d'avoir été élevée chez les sœurs blanches et le fait d'être enfant naturel a fait que ne pouvait pas se marier, puisque le problème se posait comme ça pour elle, si ce n'était avec un autre converti, donc qui est le père de Jean Amrouche, Belkacem, et c'est de ce mariage-là que va naître Jean Amrouche. Donc elle doit en quelque sorte son existence, je veux dire, au fait colonial. يفكل بغي نوال عيش ضفوسي غرورنا الذي عذاب ولا شعور نبغى هذو خرق كان غافير هثم سنين ونام مغذير في السماء السعاء وقان. Votre famille, Pierre Amrouche, est une famille kabyle et chrétienne. Est-ce que l'on peut dire que la conversion au christianisme l'a inscrite dans une sorte de marginalité qui engendrera chez Jean Amrouche des déchirures assez sensibles? Oui, c'était même, peut-être plus qu'une marginalité, puisque vous savez que se convertir au christianisme dans un monde musulman, c'était une transgression très audacieuse, même en période coloniale. Donc ils ont été des marginaux, ils ont été aussi des parias. Et cette situation a été douloureusement ressentie par mon père, Jean Amrouche, mais aussi par sa mère, et sans doute par ses frères et sœurs. Mon grand-père, lui, ne s'est jamais prononcé sur la question, de même qu'il ne s'est jamais prononcé sur l'origine, le sens de sa conversion. L'écrivain algérien Kateb Yassine a comparé votre famille à une figue de barbarie. Bien évidemment, il a employé cette image pour exprimer l'écartèlement qui était ressenti au sein de la famille Amrouche et cette double appartenance. Est-ce que d'une certaine façon, le fait que tous les enfants de la famille Amrouche aient porté un double prénom n'est pas le signe le plus évident de cette double appartenance? Alors non, pas du tout. On pourrait le croire, ça serait une belle explication. L'explication, elle est politique. À l'époque où les enfants de mon grand-père Belkacem sont nés, ils n'étaient pas français. Or, au début du siècle, en Algérie et dans les colonies, les indigènes qui étaient sujets français, et surtout les berbères, même s'ils étaient chrétiens, n'avaient pas le droit d'avoir des prénoms français sur leur état civil, afin qu'ils ne puissent pas être pris pour des Français ou pour des gens qui n'étaient pas des indigènes. Vous voyez, c'était une sorte de barrière qu'on leur imposait. Et à cette époque-là, le règlement était très strict. En fait, si l'on se fie à sa trajectoire sociale, on peut affirmer qu'il y a une véritable réussite, puisqu'il est à la fin de sa vie un homme extrêmement reconnu dans les milieux intellectuels parisiens. En revanche, les failles, les blessures, elles, sont toujours présentes. Est-ce qu'elles étaient, lisibles ou visibles? Eh bien, vous savez, il faut pas perdre de vue que dans la société française et dans la société nord-africaine, Jean Amrouche, malgré ses talents, malgré sa prestance, malgré son élégance, reste un métèque. C'est-à-dire un individu qui s'est infiltré dans une culture qui porte une sorte de tâche d'illégitimité dont on se méfie, qu'on peut admirer mais que l'on craint en même temps. Et il était parfaitement sensible à l'effet qu'il pouvait produire sur son entourage. Donc il a eu beaucoup d'amis, mais il a eu beaucoup d'ennemis et beaucoup d'inimitiés silencieuses.
simplement à cause de cette personnalité qui était la sienne et qui était le fait de cette double appartenance culturelle. Les modèles littéraires de Jean Amrouche, Najat Rada, sont des modèles français, incontestablement. Toute sa formation l'est d'ailleurs. Oui, mais il a quand même une double généalogie. Et ce qui le fonde, ce sont les chants berbères de sa mère. Ce qui le fonde comme poète, comme décrypteur du monde et comme lecteur de soi-même. Tout ce travail poétique se fait en grande partie à travers la grille de la culture que lui transmet sa mère. Et donc, on a ce double héritage qui, sans cesse, se superpose et se télescope dans son œuvre. On a longtemps lu Amrouche comme quelqu'un d'inconfortablement installé entre deux cultures et n'étant ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre. Et de plus en plus, on le lit comme quelqu'un qui est à la jonction de deux cultures en étant à la fois ceci et cela. Vous voyez, donc on est passé du ni ceci ni cela à et ceci et cela. Par ailleurs, sa blessure est quand même une blessure singulière, individuelle, qui est celle de sa vie personnelle, des difficultés matérielles et psychologiques dans lesquelles sa famille a évolué. Et donc, il y a cette sorte d'inassouvissement de quelqu'un qui est assoiffé d'absolu, et qui, en même temps, est constamment rendu à sa condition humaine de très limitée, surtout en contexte colonial. Les difficultés de la famille Amrouche auxquelles vous faites allusion, on peut considérer qu'elles sont liées pour l'essentiel à la conversion. Et à la pauvreté, à l'errance. C'est quand même une famille qui s'est considérée comme en permanence exilée. Sortir du village natal a déjà constitué pour ses parents un exil. La Tunisie a été vécue comme un exil, puis la France a été vécue comme un exil. En réalité, c'était des gens qui étaient à la fois exilés dans une langue, exilés dans une religion, et exilés dans un territoire. Mais lorsque l'on évoque le nom de Jean Amrouche, est-ce que l'on n'a pas tendance finalement à le rattacher à une famille ? Sa sœur qui a écrit également, et puis la mère, Fatma Amrouche, qui a laissé le témoignage de sa vie. Oui, c'est un trio. Et Amrouche a dit, répété, proclamé que son être poétique était la continuation, la continuité, le prolongement de la poésie maternelle. Il n'a pas cette dimension, disons, volontariste et un petit peu idéologiquement marquée du porte-drapeau, du porte-parole, etc. Mais il fusionne, il dit en tout cas fusionner avec son peuple, avec son pays, avec sa terre, avec son passé, le passé de sa culture, etc. Et le donner à entendre. Paris, le 16 avril 1945. Ma chère maman, voici plusieurs semaines que je veux t'écrire une longue lettre. En marchant dans Paris, il m'arrive de rêver que tu es à mon bras. Nous allons lentement, très lentement, comme le soir sur la route, le long de la voie du chemin de fer à Rhadès. Tu traînes tes pauvres pieds dans tes vieilles savates. Tu croises ton fichu décoloré sur ta poitrine, mais tes yeux de petite fille malicieuse regardent tout autour et rien ne leur échappe. Des nuances du ciel, des étoiles qui nous font des signes.
une grande paix monte des jardins parmi les parfums, qui va se fondre dans la paix qui tombe du ciel. Petite maman, douce maman, maman patiente et résignée, maman douloureuse et pleine de courage, sais-tu seulement que ton Jeannot n'est pas sorti de tes jupes, qu'il ne sera jamais guéri de son enfance, et que quoi qu'il fasse et où qu'il soit, tu es avec lui, non point comme une image fugitive qui traverse en éclair la mémoire, mais comme l'air qu'il respire et sans lequel il mourrait étouffé. Si quelque poésie et quelques sentiments de l'art nous portent, Marie-Louise et moi, c'est à toi que nous le devons. Tu nous as tout donné. Jean Amrouche a été le premier en date des poètes algériens de langue française. Il appartient donc pleinement, Pierre Rivas, à la famille des écrivains algériens. Mais outre ce rôle en fait de pionnier, comment peut-on situer sa place ? Eh bien, précisément, on oublie trop qu'il a été poète. Quand on parle d'Amrouche, on pense naturellement à ses entretiens à la radio, on pense à ses ouvrages de construction d'identité nationale à partir de 1945, mais il y a une préface et des préludes qui se situent en Tunisie d'abord, et il faut bien le dire, ça c'est assez désolant, cette partie de la vie d'Amrouche est à peu près ignorée, ou en tout cas elle ne retient pas. Cette période, qui est d'une extrême richesse du point de vue de l'effervescence culturelle, avec des revues, avec des publications autour de son grand ami, qui ensuite deviendra, je ne sais pas s'il faut dire son ennemi, mais en tout cas, ils s'écarteront. C'est Armand Guibert. Ils sont ensemble alors en Tunisie, enseignants. D'abord, ils se rencontrent à Sousse. Amrouche vient de sortir de l'école normale supérieure de Saint-Cloud et il enseigne dans ce lycée. Ils vont se retrouver à Tunis. Et là, il va y avoir un moment qui est aujourd'hui et qui a été trop longtemps mis à l'ombre et volontairement ignoré. Parce que ça relève de ce que Abdelawad Medeb, le poète tunisien, appelle l'interruption généalogique, et ça fait problème. C'est-à-dire qu'au moment de la construction de la nation algérienne, le principe et les prémices, c'est l'Algérie née en 1945, elle née en 1962, et toute l'étape antérieure, c'est-à-dire l'étape coloniale, l'étape de l'assimilation, etc., va être gommée et va disparaître. Alors ça pose des problèmes qui intéressent encore l'Algérie d'aujourd'hui. Quelle est la mémoire algérienne ? Quels sont ses prolégomènes ? Jusqu'où elle remonte, etc. Elle remonte au moins jusqu'à Saint-Augustin. Si je cite Saint-Augustin, c'est parce que c'est un écrivain qui va beaucoup marquer le chrétien Amrouche. Le thème de la confession, le thème de la rupture entre la passion charnelle et la nostalgie de la pureté, le Hamaba Mamaré, etc. Quel mot pur, essentiel, total, dense, inoubliable te dire. Un bruit confus s'élève dans mon cœur comme une sourde angoisse et se remue, enfant redoutable d'un sentiment amer. Il se crée une inexprimable musique, combien dure, étrange et lente, inconnue. Coup sourd frappé du lourd marteau de la mémoire, appel funèbre d'un avenir semé d'orages solitaires au seuil du temps.
il est, par sa formation, d'abord c'est un écrivain qui a une formation, un des rares écrivains qui a une formation supérieure, même si l'école normale supérieure de Saint-Cloud n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il est exilé à Paris et de famille modeste, il est de ces familles modestes qui choisissent le dandysme. Donc c'est quelqu'un qui a une formation supérieure, c'est un dandy, c'est quelqu'un qui va aller d'entrée de jeu vers la poésie la plus raffinée, alors que la règle au Maghreb, c'est encore dans les milieux français un parnassianisme très attardé. Lui va s'établir d'entrée de jeu, non pas dans la rupture de l'avant-garde, c'est-à-dire du surréalisme. Il ne peut pas être surréaliste parce qu'il est chrétien, mais surtout parce que le surréalisme étant un mouvement de rupture avec la tradition française, ce que lui veut montrer par sa pratique et par sa formation, c'est qu'il s'établit réellement dans la tradition la plus raffinée de la littérature française. Donc c'est un écrivain assimilé et il veut rivaliser avec Racine, avec Chénier, avec Claudel, avec une tradition de la poésie symboliste. La rupture poétique du dandy Amrouche, c'est au contraire de s'installer dans la tradition néo-symboliste. C'est Claudel, c'est surtout Patrice de la Tour du Pin et c'est Oscar Venceslas de Lubitsch-Miloš. C'est quoi ? D'abord, le Parnasse, c'est le tam-tam. C'est ce que va dénoncer Verlaine dans l'art poétique. Le tam-tam, les rimes qui font beaucoup de bruit. Donc, c'est un côté nègre. C'est ce que dit vraiment Verlaine dans l'art poétique. Ces bijoux d'un sou, etc. Lui, au contraire, va aller vers ce qu'est l'essence du symbolisme selon Valéry, c'est-à-dire la musique. Et non pas les grandes orgues, même s'il est claudélien, mais plutôt la chanson murmurée. Au fond, quand il fait ça, il démontre déjà qu'il est sur la même longueur d'onde que ce qui se fait aujourd'hui, à l'époque, à Paris, de plus moderne. C'est la fonction encore, prophétique, c'est-à-dire qu'on ne va comprendre que beaucoup plus tard, quand l'Algérie sera indépendante et aussi quand on aura quitté dans le paysage intellectuel français les rapproches strictement sociologiques, les reproches de type qu'as-tu fait du combat national, etc., qu'il a fait à sa manière. À sa manière, il a repris la tradition française, qui est aussi une tradition intérieure depuis Saint-Augustin, donc d'approfondir l'identité intérieure pour montrer qu'elle est aussi porteuse de réalité nationale. Ce qui fait la particularité de Jean Amrouche, d'Aget d'abord Rada. c'est vraiment un des précurseurs, parce qu'on a l'habitude de considérer que les précurseurs se situent dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, et donc on considère l'année 50 comme étant la grande année de naissance de la littérature algérienne de langue française, avec Ferraoun, Dib et Mamri. En réalité, Amrouche était déjà consacré à cette époque, mais il était consacré comme poète, et c'est le roman qui va faire connaître la littérature algérienne, notamment en France, par sa dimension testimoniale. C'est cette dimension de description et de témoignage qui fait connaître la société, disons, algérienne côté indigène. Ce qui n'était pas du tout dans les préoccupations de Jean Amrouche. Par ailleurs, ce qui faisait sa marginalité, c'est pas tellement sa culture française, mais son appartenance à la religion chrétienne. Et donc, c'est cette conversion de sa famille au christianisme qui va un petit peu le marginaliser, d'autant que sa poésie est fortement imprégnée précisément par un mysticisme catholique.
Est-ce que l'on pourrait retenir pour Jean Amrouche l'expression de père fondateur de la littérature algérienne, avec ce que cette expression a de connotation, c'est-à-dire à la fois celui qui pose les jalons d'une expression originale et celui aussi peut-être qui encourage l'expression de ses successeurs? Oui, c'est vraiment le père fondateur avec cette symbolique qui s'attache au père fondateur parce que ceux qui ont écrit avant lui n'ont pas été retenus par la postérité. Lui, par contre, est consacré. Par ailleurs, il est celui qui a reconnu Kateb Yassine, qui est celui qui est le nom, disons, totémique dans cette littérature de cette époque. Mais c'est également celui qui a éliminé Mouloud Feraoun. Donc, si vous voulez, il a en fait joué ce rôle de père à la fois modèle et sacrificateur. Il a tué un certain nombre de fils qui le lui ont bien rendu par la suite. Quelles étaient par exemple ses relations avec Mohamed Dib ou Kateb Yassine? Dib et Kateb sont des admirateurs inconditionnels de l'œuvre de Jean Amrouche. D'autant que l'œuvre de Dib va évoluer au fur et à mesure de sa production, va évoluer vers un mysticisme à coloration fortement amrouchienne. Quant à Kateb Yassine, dans la mouvance de Jean Amrouche, il est un des maîtres de la littérature en fragments. La mort. Je dédie ce poème à la maison désertée, aux tombes ancestrales qui ne m'abriteront pas. Et Tchaba murmurait « Non, c'est impossible. Je ne peux pas, mon Dieu. Entendez-moi. Vous m'avez donné une longue vie. Longtemps j'ai connu les hommes. J'ai lu en eux. Un regard me suffit pour dévêtir les âmes. Je n'ai pas besoin de leurs gros livres, ni de ce qu'ils nomment leurs expériences. Ils essaient d'apprendre, moi je sais. Merci mon Dieu de m'avoir donné de tout connaître ainsi par le dedans. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai senti, je n'en ai rien dit à personne. C'est un mystère entre vous et moi. Qui me comprendrait ? À regarder de près les deux premiers recueils de poèmes de Jean Amrouche, on s'aperçoit, Najat Rada, qu'ils sont de facture très française, en ce sens qu'ils sont inscrits dans la grande tradition française du symbolisme, très classique. C'est une poésie dans laquelle les traces de l'Algérie et les traces de la Kabylie, bien sûr, sont là, mais c'est une poésie qui aurait pu être écrite à Paris, en fait. Absolument. Et d'ailleurs, Jean Amrouche revendiquait en quelque sorte cette fusion dans la littérature française et cette coalescence en quelque sorte avec cet héritage. Mais déjà, Jean Amrouche, aussi bien dans Cendre que dans Étoile secrète, va introduire quelques dysfonctionnements, quelques failles, en quelque sorte, dans cette norme qui prévalait. Elles sont bien entendu imperceptibles, elles sont encore assez timides et elles vont s'amplifier par la suite. Est-ce que vous diriez que chez lui, la poésie est rattachée à l'enfance et donc à la Kabylie ? Totalement rattachée à l'enfance, à la Kabylie, non pas comme territoire géographique, mais comme territoire culturel. À la Kabylie, des chants berbères séculaires, véhiculés par sa mère. À la Kabylie comme culture, c'est-à-dire à la fois comme forme de rapport à la langue avec une sensualité qui est propre à la langue berbère et qu'il transporte dans la langue française, et avec aussi
un décryptage du monde, un découpage du monde qui est à la jonction de deux langues, qui n'est pas totalement français. Et il pratique les deux langues, et je crois d'ailleurs qu'à un moment, il a une assez jolie formule en disant que il ne pleure qu'en berbère, mais il écrit en français. Il ne sait écrire qu'en français, mais ne sait pleurer qu'en berbère, dit-il. La terre de barbarie a nourri la poésie de Jean Amrouche. Alors j'aimerais, Pierre Rivas, que nous nous arrêtions un petit peu à son premier recueil de poèmes, qui s'intitule Cendres, qui couvre la période 1928-1934. Il me semble que le titre du recueil donne le ton, et ce qui est confirmé d'ailleurs par le titre de quelques poèmes, Brisure, Déchirement, Arrachement. Nous sommes là dans un registre très particulier qui est le registre de Jean Amrouche. D'abord, le thème cendre renvoie naturellement à des connotations chrétiennes. C'est quelqu'un anxieux de pureté, mais tiraillé comme son lointain ancêtre Saint-Augustin par les exigences de la chair. Et il y a donc un goût de cendre qui apparaît dans tout cela. Un goût de cendre qui se traduit par des images qui récurrentes. Les images, ce sont des images mobiles d'émigration. Donc c'est quelqu'un d'extraordinairement déchiré et il va essayer de s'accomplir dans la poésie en traduisant justement. Alors ce goût de cendre, c'est naturellement la lignée profondément chrétienne. C'est un poète profondément chrétien. Entre deux pôles, le pôle claudélien, c'est-à-dire l'immense octave de la création, le chant de la célébration, etc. Mais plus encore, le pôle de l'exil. C'est donc la tradition de Miloš, etc. Donc les images mobiles, c'est l'étoile, l'étoile secrète, qu'on peut lire à deux niveaux. Ou bien c'est l'étoile incertaine, l'étoile romantique, étoile, etc. Et ça peut être déjà une image de Nejma, de l'étoile nord-africaine. Mais il faut le lire alors au second degré. Il ne faut pas solliciter d'entrée de jeu le poème. Les autres images, c'est le tzigane, qui est un peu sa condition, c'est l'oiseau. Donc ce sont des images mouvantes, des images de déracinement. Et essentiellement, donc l'envers, c'est la quête. La quête, c'est « mais mon pays, où est-il » C'est un poème, des plus singuliers poèmes qui s'appelle « Adieu au pays natal ». Dans « Adieu au pays natal », tout apparaît, qui est un poème qui est dédié à Armand Guibert. Donc, quel est son pays natal ? Est-ce que c'est la Kabylie ? Est-ce que c'est la langue française ? Est-ce que c'est le pays d'où l'on vient et où on le retournera ? Mais la question identitaire qui traduit un vacillement identitaire est très pathétique. Mais ma place, celle de votre enfant, malgré vous, malgré lui, prisonnier de ces eaux rendues au schiste sec, mais ma place, celle de votre fils aux membres ligotés, où est-elle ? Alors on a interprété ça, cette notion d'exil, à plusieurs niveaux. On peut la traduire, donc c'est sa condition concrète, c'est la condition du poète, c'est la condition du chrétien, c'est la condition de la dilacération identitaire entre un assimilé profond et quelqu'un qui sait qu'il n'est à sa place nulle part, parce que c'est un thème qui va revenir chez lui. Je sais bien que je suis un bougnoul et ça va expliquer le ressentiment qu'il aura quand il connaîtra les déboires à Paris avec les éditions Charlot et toute la fin de sa vie. C'est le drame, ce qu'il appellera lui-même. Nous sommes des monstres, des produits de l'histoire coloniale qui font que des gens comme nous sont des monstres. Notre place est nulle part. Mon Dieu, laissez-moi vous parler aujourd'hui comme on parle aux hommes. Vous refusez dans cette noire solitude de m'entendre à demi-mot. Ce langage, notre langage informulé, cette effusion dans le silence de toute chose.
le courant mystérieux entre nous par quoi mon âme coulait en vous. Tout cela aujourd'hui se fige dans un mutisme lourd. En 1942, Jean Amrouche écrit à Jules Roy et il évoque le fait que Cendres pourrait être réédité. Or, l'idée ne le séduit pas. En revanche, il dit qu'il souhaiterait qu'un des poèmes soit republié. Il s'agit de La mort, qui est un long poème, qui est une adresse à Dieu. Oui, oui. Ça n'est pas un hasard, bien sûr, s'il Oui. choisit ce poème. Là encore, on rejoint une des compulsions les plus émouvantes. C'était un homme tout en ébullition, brutal, avec des expressions que la bienséance ne me permet pas de rapporter ici, etc. Donc affirmant une virilité très forte, mais en même temps, au fond, une âme très féminine par beaucoup de côtés. Et enraciné, Césaire a très bien parlé, hein, celui qui a le mieux parlé de la poésie, c'est Aimé Césaire. Il dit que cette poésie s'établit en amont et en aval. En amont, c'est les mânes, c'est les ancêtres, et c'est pas les ancêtres qui redoublent de férocité de Kateb Yassine. Ce sont au contraire des ancêtres, fondateurs, où il retrouve une certaine tradition romaine. Et en effet, c'est la mort qui est, pour lui, ce qui se confond avec la mémoire. C'est ce lien qu'il y a chez les écrivains de l'extrême modernité, donc des écrivains qui sont en aval, qui vont vers l'avenir, avec la quête de l'amont, c'est-à-dire de l'origine. On retrouve ça, si vous voulez, dans le surréalisme, ça se retrouve très bien, n'est-ce pas? En même temps, un projet révolutionnaire, et puis la nostalgie des crises inférieures dont parle Baudelaire, des divinités africaines et océaniennes, de notre Moyen-Âge comme premier moment. La mort, c'est donc restaurer et recoudre le temps. La tragédie d'Amrouche, c'est le temps présent, puisque naturellement il est impensable, c'est le temps de la colonisation. Donc il y a une utopie qui n'apparaîtra très nettement qu'avec le combat algérien, le poème de 45 ans, mais il y a surtout le temps immémorial. Et la poésie, en effet, elle se confond avec l'enfance, c'est comme il cite Baudelaire, l'enfance retrouvée. Elle se confond avec le cosmos, ça c'est la version, le côté claudélien, mais surtout c'est ce qui permet de retrouver la mémoire de l'éternel. Donc c'est en effet les mânes fondatrices, et c'est tout le sens des chants berbères de Kabylie, hein. C'est au fond, c'est pas du folklore, mais c'est les bases, c'est notre Moyen-Âge à nous. Voici que j'ai touché le fond, la dernière porte. Les lourdes ténèbres à grand-peine traversées, ouvertes, me livrent à la lumière nouvelle. Il fait bon ici. Rien. Une blancheur pâle, faible, lui. On croirait des murs. Mais non, tout se retire devant mes mains tâtonnantes, tout s'éloigne et tout semble immobile. Silence étrange. La paix d'une solitude que nul bruit ne ride, nul chant, nulle brise. Ai-je passé la porte de la vie? On est bien ici. Alger a
a été, Frédéric Jacques Temple, pendant la Seconde Guerre mondiale et puis juste après, dans les années 50, le lieu d'une vie intellectuelle extrêmement féconde. On peut dire qu'en partie, la vie intellectuelle parisienne s'y était déplacée. Et il se trouve que Jean Amrouche y a joué un rôle fondamental. Il s'est trouvé, au fond, de plein pied dans cette espèce de renaissance de la littérature, je dirais pas algérienne, mais française aussi, à partir de la guerre, qui s'est cristallisée en quelque sorte autour d'un personnage dont on ne parle pas assez, c'est Jean Grenier, qui était professeur à Alger, qui avait comme élève Camus, Jean de Maisonseul, et qui, en quelque sorte, permit à un personnage éminent dans l'édition française de cette époque, Edmond Charlot, d'émerger et de prendre la place qu'on lui reconnaît maintenant. C'est Jean Grenier qui a encouragé Charlot à fonder une petite librairie de prêt d'abord, ensuite d'édition, et puis il lui a fait connaître Camus. Il a publié L'Envers et l'Endroit. Et puis ensuite, les choses sont accumulées. Il y a toute une équipe autour de Charlot qui s'est formée avec Emmanuel Robles, Fréminville qui est devenu ensuite Claude Terrien, qui a animé la radio d'Europe. Il y avait René Jean-Claude aussi. Et puis il y avait des personnages éminents comme Émile Dermingham. Et c'est par Dermingham que j'ai connu Amrouche. Je crois que c'est à partir de là qu'il faut considérer que la littérature algérienne, de langue française forcément, a démarré là avec Amrouche et Gide. Dans le projet qu'avait Gide de créer une revue qui succéderait à la Nouvelle Revue Française, laquelle était en difficulté, comme vous le savez. Gide n'était pas très sûr qu'elle soit amnistiée à la Libération, et il s'est dit il faut une nouvelle revue qu'on transportera en France à ce moment-là. Vous savez que l'Arche, finalement, n'a pas survécu parce que, au fond, la Nouvelle Revue Française a repris du poil de la bête. Et il est vrai, Frédéric Jacques Temple, que les éditions Charlot ont été à Alger une sorte de plaque tournante et un lieu de rendez-vous pour la plupart des écrivains qui y sont passés, parfois à différents moments. Mais enfin, on y a vu défiler donc Camus, Gide, Robles, Jules Roy, Jean Amrouche. On a même, à certains moments, évoqué le fait qu'il y aurait eu là une sorte d'école nord-africaine ou algérienne. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment accréditer cette idée d'une école ? Alors, cette école d'Alger, elle a pris naissance chez les algérianistes, hein, des gens comme Robert Randeau, Jean Pommier, etc., qui étaient des gens très, très honorables, mais disons un peu d'arrière-garde. Hein, bon. Et je crois qu'on peut se référer à l'initiative qui a été prise par Gabriel Audizio, qui a dit non, il n'y a pas d'école algérienne, il y a une école méditerranéenne. Mais comment se situait au fond Jean Amrouche au sein de cette famille d'écrivains qui, pour certains, sont devenus amis et très proches, qui avaient tous en commun un lien avec l'Algérie? Quelle était sa place à lui? Bon, il était ami avec Gide, familialement, hein, ce sont des gens qui se rendaient visite. La première fois qu'il revient en vacances en Tunisie, il vient avec des amis français quand même. Il y avait des relations très serrées avec ces écrivains-là. Et même quand ce n'étaient pas des relations amicales très très proches, il y avait une intimité intellectuelle. Par exemple, François Mauriac, qui a une très grande estime, très grande admiration pour le travail de Jean Amrouche. Mais celui avec lequel Jean Amrouche a peut-être entretenu les liens les plus suivis, et là leur correspondance en témoigne, c'est peut-être Jules Roy. Oui. Puisqu'ils sont restés amis pratiquement jusqu'à la fin d'Amrouche, jusqu'en 62. La correspondance court jusqu'en 62. Alors qu'il s'est brouillé violemment avec Albert Camus. Aussi bien Camus que Amrouche supportaient très mal la contradiction et supportaient très mal de ne pas être la vedette quand ils étaient quelque part.
Et donc, c'est Jules Roy qui raconte dans un de ses écrits, avec beaucoup d'humour, comment lui s'était brouillé avec Camus, mais que quand on était brouillé avec Camus, il n'y avait plus de réconciliation possible, que Amrouche et Camus, ça a été une dispute à mort, mais que lui s'était souvent brouillé avec Amrouche et qu'après, ils étaient redevenus très amis, les embrassades, etc. Tunis, 14 mai 1942. Capitaine Jules Roy, aviation, Sétif, Constantine. Julius, mon Julius, bien reçu les lettres, enchanté de tes chroniques, trop bousculé par ma paresse, à laquelle je m'abandonne par nécessité, le travail et les visites pour t'écrire longuement. Alors, je numérote. 1. Grande joie. Gide est venu 4 fois chez moi. Oui, il s'est assis à ta place, à table et dans le fauteuil blanc. Nous avons bavardé, mais je n'ai pu poser encore les questions de confiance. Peut-être viendra-t-il te voir. Il est magnifique de simplicité, naturellement grand et affectueux. Dimanche, il sera avec nous à Sidi Bou Saïd. J'ai pris pas mal de notes pour rédiger les entretiens. 2. TFL. Cela continuera jusqu'à la fin de juin. On verra en octobre, mais si les copains et F ne m'aident pas, j'envoie tout au bain. 3. Charlot, je vais signer avec lui. Petit A, la vente des exemplaires des chants qui me restent. Petit B, édition illustrée de La Mort, poème en prose épuisé, confère Sandre. Je ne veux pas rééditer Sandre, mais seulement ce texte auquel je tiens. Le jeune Ben Abdallah fera des dessins admirables pour ce poème. تسيلي الحاجة رخيص الطريف نسكسك ومدن ميقرب ورص هاي غلاية هاي ورصري غاين تسيلي الحاجة رخيص الطريف نسكسك ومدن ميقرب ورص هاي غلاية هاي ورصري غاين. Je crois qu'il faut, Pierre Rivas, éclairer un peu le rôle qu'a joué Armand Guibert dans la vie de Jean Amrouche, en disant d'abord que c'est grâce à Armand Guibert qu'il va faire la connaissance de Jules Roy, avec qui il va entretenir une amitié extrêmement forte, et puis dire aussi qu'Armand Guibert a été son éditeur et qu'il a joué un rôle fondamental, notamment à travers cette fameuse revue Mirage, qui était sous-titrée, là j'aimerais bien que vous éclairiez ce sous-titre, revue paraissant au royaume de Barbarie. Oui. De quelle barbarie s'agit-il ? Il y a les cahiers de Barbarie qui vont devenir ensuite le Monomotapa. Le Monomotapa, c'est la fameuse phrase, le fameux poème, vous savez, de La Fontaine, « Deux vrais amis vivaient au Monomotapa ». Le Monomotapa, c'est en fait comme un pays qui le nom de ce que doit être aujourd'hui le Mozambique, ou une région du Mozambique. Donc il y a l'idée d'amitié très forte entre les deux. C'est un chapitre émouvant et en même temps très désolant à évoquer, parce que cette amitié va se briser, on verra vite pourquoi. Mais ils avaient le sentiment, en effet, que, alors il faut prendre Barbarie dans tous les sens. Armand Guibert était quelqu'un d'extrêmement subtil, très compliqué, aussi compliqué que l'était Amrouche, qui n'était pas facile non plus. Il faut prendre le mot donc de Barbarie dans plusieurs sens. Les voyageurs français en Barbarie, donc c'est le nom. Naturellement, il y avait un autre jeu de mots. Nous sommes, nous, des exilés dans des pays de barbares. Et on verra que quand ces deux amis arrivent à Paris, ils vont devenir non plus les poètes qu'ils promettaient être, mais des gens de lettres qui vont se perdre, puisqu'après, ni Guibert, ni
Amrouche n'auront de véritable production littéraire. Donc c'est un milieu extraordinairement intense et qui va tisser. Guibert était un homme de relations. Autant Amrouche était un homme, brutal dans ses affirmations et pas commode, autant Guibert était plus jésuitique. Donc ils vont tisser une toile et ils vont publier dans ce recoin perdu qu'est la Tunisie des poètes d'une extrême modernité. Patrice de la Tour du Pin, Valéry Larbaud, Henri de Monterland, qui sont de grands noms et qui sont... mais également, et je voudrais insister là-dessus, des poètes de l'enracinement national dans l'émergence identitaire. Par exemple, ils vont publier le malgache, qui sera très longtemps ignoré, Jean Rabéry Vélo, c'est toujours difficile. Hein, c'est les premiers. Et donc, la recherche de la poésie la plus profonde, c'est pas pour rien que Amrouche publiera ensuite les chants berbères de Kabylie. Ils vont publier des Italiens exilés dans cette Tunisie comme Marius Calesi, etc. Donc, ils unissent l'ouverture cosmopolite à la plus grande modernité et la recherche d'écrivains qui traduisent une émergence nationale ou une expression locale. Et là encore, donc, on voit le lien entre modernité, extrême modernité et exil dans la périphérie lointaine. C'est parce qu'ils sont en exil qu'ils vont essayer précisément de se montrer à la fois attentifs aux derniers vents parisiens, mais aussi européens et internationaux, et en même temps soucieux de travailler le terreau local, qui va être bientôt le terreau national. L'éternel Jugurtha, proposition sur le génie africain. Je suppose, pour plus de commodité, qu'il existe un génie africain. Un faisceau de caractères premiers, de force, d'instinct, de tendance, d'aspiration, qui se compose pour produire un tempérament spécifique. Je n'en proposerai pas une explication à proprement parler, mais une simple description. Jugurtha représente l'Africain du Nord, c'est-à-dire le berbère sous sa forme la plus accomplie. Le héros dont le destin historique peut être chargé d'une signification mythologique. Je sais bien où m'attend Jugurtha. Il est partout présent, partout insaisissable. Il n'affirme jamais mieux qui il est que lorsqu'il se dérobe. Il prend toujours le visage d'autrui, mimant à la perfection son langage et ses mœurs. Mais tout à coup, les masques les mieux ajustés tombent et nous voici affrontés au masque premier. Le visage nu de Jugurtha, inquiet, aigu, désespérant. C'est à lui que vous avez affaire. Il y a 18 millions de Jugurtha dans l'île tourmentée qu'enveloppe la mer et le désert qu'on appelle le Maghreb. Publiée, du moins, elle se résume pour l'instant à 3 recueils de poèmes, et puis également un essai, court essai, qui s'intitule L'éternel Jugurtha. Alors peut-être faut-il rappeler, Denise Brahimi, qui est ce personnage de Jugurtha. En réalité, à travers Jugurtha, c'est tous ces concitoyens berbères d'Afrique du Nord
que Jean Amrouche veut désigner. Et à travers ce vaste ensemble collectif, c'est lui-même plus particulièrement. Donc il est important de rappeler qu'il y a eu un personnage historique appelé Jugurtha, qui est surtout connu à travers l'écrivain latin qui a parlé de lui, Salluste, à propos d'une certaine guerre, qui est la guerre menée par Rome contre Jugurtha. Et tout ceci se passe au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et le grand personnage de l'histoire romaine qui est associé à Jugurtha en tant que son adversaire et ennemi, c'est Marius. Pourquoi ce sort fait à Jugurtha par Jean Amrouche ? Eh bien, parce qu'il en fait évidemment l'image de la résistance du nord de l'Afrique à cet immense empire qui était celui de Rome. Mais une résistance qu'il faut pourtant nuancer. Bon, d'abord parce que, au bout du compte, c'est-à-dire au terme de la guerre, l'Afrique du Nord est conquise et la résistance de Jugurtha pourrait, à cet égard, être considérée comme un échec. Je crois donc que ce qui est important dans cette affaire, c'est plus la valeur symbolique de la résistance que ses effets réels. Et puis, ce qui, me semble-t-il, a fasciné aussi Jean Amrouche, c'est la complexité du personnage de Jugurtha. Mais Jugurtha devient, en tout cas sous la plume et dans la pensée de Jean Amrouche, une certaine image de ce qu'on a parfois appelé la fides punica, la foi punique, c'est-à-dire ce que, par Litote, Amrouche appelle une forme de disponibilité et une volonté de ne pas s'investir complètement dans quelque cause que ce soit, ou en tout cas pas définitivement. Alors c'est un portrait qu'on pourrait appeler un portrait ethnique, si toutefois l'expression existe, puisque le point de départ d'Amrouche, c'est la volonté de faire le portrait des hommes d'Afrique du Nord, et le terme, enfin des Africains comme il dit lui, parce que c'est le terme qu'il emploie, le terme maghrébin ayant des connotations beaucoup trop arabes pour convenir s'agissant de définir la berbérité, et le terme algérien étant alors réservé aux Français d'Algérie, à ceux qu'on s'est mis à appeler à partir d'un certain moment les Français d'Algérie. Donc Amrouche aime parler d'Afrique, il aime parler de son africanité ou de l'africanité des gens comme lui, des Berbères. Pour lui, les Berbères sont éminemment des Africains. C'est un moyen de les englober dans un ensemble culturel plus vaste, dans un immense continent, et tout de même donc d'accentuer une certaine coupure avec le continent européen qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Avec justement cette espèce de souplesse dans la conception des rapports qui fait que on passe de l'un à l'autre de ces bords de la Méditerranée avec une très grande facilité. Le propre de Jugurtha étant d'une part une incroyable faculté d'adaptation qui fait que l'Afrique du Nord ayant subi des invasions innombrables, les Berbères qui étaient le fond de la population d'Afrique du Nord ont su à chaque fois s'adapter, se transformer. Donc ça, ce serait le premier aspect de ce caractère de Jugurtha. Et le deuxième aspect, alors c'est cette façon de rester fidèle à soi-même et d'être finalement une sorte de bloc, mais de bloc insaisissable. Et il insiste beaucoup sur ce mot qui est tout à fait en situation au moment où il écrit, puisque évidemment l'Éternel Jugurtha, qui a été publié en 1946 dans la revue fondée par Jean Amrouche, qui s'appelait L'Arche, est un texte écrit un peu plus tôt, en 1943, pendant la guerre, à un moment où le mot de résistance à l'ennemi est présent à tous les esprits. Mais Jean Amrouche est un des premiers à être passé de l'application de cette notion de résistance au cas de la France, dans le cadre de la guerre contre le nazisme. Et de là, lui, il passe déjà une sorte de pressentiment et de préfiguration de l'histoire à venir. Il passe à l'idée d'une résistance de l'Afrique du Nord à cette présence française, à cette colonisation française
qui, à l'époque, pour beaucoup de gens, paraît encore un fait, sinon éternel, du moins extrêmement durable. Colonisation et langage. Lorsque le colonisateur français universaliste arrivait au Cambodge, en Afrique noire ou en Kabylie, et commençait son enseignement avec une générosité illusoire en disant « nos ancêtres les Gaulois », il opérait immédiatement une coupure dans l'esprit de ses élèves. Il enseignait, pensait-il, la civilisation, et rejetait aussitôt dans les ténèbres, non pas extérieures, mais dans les ténèbres intérieures, toute la tradition des ancêtres et des parents. Et non seulement l'enfant était appelé à se développer dans la langue et la civilisation du colonisateur, mais il était contraint expressément de renier l'apport des siens, de le mépriser et d'en avoir honte. En d'autres termes, il se produisait ce phénomène qui est la contestation de l'identité. L'identité est d'abord contestée objectivement parce qu'elle est contestée par une colonisation, par le colonisateur lui-même qui, dans le colonisé devenu une image de lui-même, ne reconnaît qu'une image, qu'une représentation, qu'une caricature quelquefois. Car ce colonisé a reçu le bienfait de la langue de la civilisation dont il n'est pas l'héritier légitime, et par conséquent, il est une sorte de bâtard. Il y a une nécessité du bâtard, car l'héritier légitime, héritier de plein droit, reste dans l'inconscience et ne connaît pas la valeur des héritages. Le bâtard, lui, exclu de l'héritage, est obligé de le reconquérir à la force du poignet. Réintégrant par la force sa qualité d'héritier, il a été capable de connaître et d'apprécier dans toute sa plénitude la valeur de l'héritage. Jean Amrouche, donc, à partir du 8 mai 1945, quand il va y avoir les grands massacres de Sétif, Kerata, Guelma, va considérer que, eh bien, il n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait en tous les cas la France de ses rêves qui va s'effectuer en Algérie, mais c'est le contraire. Donc à partir de là, il sera habité par une espèce de hantise ou d'obsession. Hein, comment concilier la culture ancestrale, la culture indigène, avec la culture française dans laquelle il a été nourri et élevé. L'histoire de l'Algérie colonisée, c'est un peu l'histoire de la famille Amrouche, non reconnue, et non reconnue des deux côtés, parce que aujourd'hui, vous savez, c'est très à la mode de parler de syncrétisme, de parler de différence, mais là, on est en pleine période coloniale, et je veux dire que les jeux étaient faits, où on était, disons, assimilé, comme il l'a été, encore une fois, jusque dans les années 45, où on est assimilé, où on ne l'était pas, où on était complètement du côté indigène. Or, lui et sa famille, il n'a pas pu ne pas exister avec ces deux appartenances. Je crois qu'il faut, Tassadit Yassine, peut-être éclairer un tout petit peu l'attitude de Jean Amrouche, qui est complexe, vis-à-vis de la France, comme vis-à-vis de l'Algérie d'ailleurs. C'est-à-dire que vis-à-vis de la France, en même temps, il dénonce la France colonisatrice, et en même temps, il idéalise une sorte de France civilisatrice, la France des droits de l'homme, qui reste pour lui un modèle absolu. Mais je veux dire que chez Jean Amrouche, comme tous ceux de cette époque-là, c'était à la fois vrai et faux. Vrai dans la mesure où, effectivement, ils ont été à l'école, j'allais dire coloniale, mais cette école coloniale, c'était une école laïque, où, effectivement, tout en pratiquant, je veux dire, une discrimination, une ségrégation, je veux dire, ce qui se produisait dans la rue par le colon moyen,
eh bien, dans les écoles, c'était autre chose. Il y avait un humanisme. On enseignait aux petits indigènes les valeurs républicaines, un certain nombre de valeurs, oui, dites universelles. Et en grandissant, ils se rendaient compte que eux, justement, du fait qu'ils soient colonisés, ne pouvaient pas y accéder. Et moi, je crois que c'est ça qui a fait que Jean Amrouche, comme beaucoup d'hommes de sa génération, on retrouve ces idées-là chez Ferhat Abbas, par exemple, un des premiers militants connus de la cause nationale. On retrouve cela, y compris également chez les Tunisiens, chez les Marocains. Donc tous ces gens issus des minorités ne pouvaient trouver leur équilibre que dans un cadre, j'allais dire, démocratique, égalitaire, où les minorités pourraient exister. Et donc Jean Amrouche sera parmi les premiers qui va militer pour une Algérie démocratique, où il y aurait des chrétiens, des juifs, des musulmans, et où toutes les langues seraient reconnues. Donc, et dans l'esprit de Jean Amrouche, je vous dis, c'est à la fois une réalité, mais en même temps, c'est une espèce de ruse. La France d'Afrique est loin de la France d'Europe. Comme si ce qu'on appelle les colons, ou les pieds noirs, appelez-les comme vous voulez, les colons d'alors, faisaient une politique qui n'avait rien à voir avec les principes fondamentaux de la France d'Europe. Est-ce que c'est une façon également peut-être d'éclairer et d'expliquer son attitude, par exemple, vis-à-vis du général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie ? Le général de Gaulle, justement, parce qu'il y croyait. Pour lui, de Gaulle, c'était pas le de Gaulle de l'Algérie, mais c'était le de Gaulle qui a libéré la France. Il a gardé en mémoire un général de Gaulle libérateur, un général de Gaulle qui reconnaissait la résistance des siens, et il a pensé, naïvement, qu'il avait cette capacité de libérer les Algériens. Et donc, dans cette relation à De Gaulle, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté, mais en même temps, une sincérité profonde. Jean Amrouche ne pouvait pas voir autre chose en De Gaulle. Donc, il le dit, un homme d'honneur. Donc, c'est tous les qualificatifs de la tradition qui ressortaient dans sa bouche. Un homme d'honneur, un homme de parole, et De Gaulle ne pouvait pas trahir les Algériens. Peut-être faut-il éclairer, Père Amrouche, les rapports qui ont été ceux de Jean Amrouche avec le général de Gaulle, précisément. Ce n'était pas un gaulliste de la première heure. D'ailleurs, il n'avait pas à cette époque une conscience politique très affirmée en ce qui concernait les affaires de la France. En ce sens, il était quand même un étranger à ce qui se passait. Mais après les années de guerre, une fois démobilisé, et quand il a rejoint Gide et De Gaulle à Alger, il s'est rapproché du gaullisme et il a certainement été sensible à la grande intelligence et à la clairvoyance du général de Gaulle. Et donc il s'est rallié à lui avec beaucoup de fidélité, tout en étant aussi parfois critique. Mais il a été très respectueux et très déférent envers de Gaulle. Il faut voir ici la marque de l'Orient et du grand respect qu'en Orient on réserve à ceux que l'on considère comme des maîtres. C'est une forme de politesse. Et en même temps, Jean Amrouche a écrit très tôt d'ailleurs des textes qui sont sans ambiguïté sur la vision qu'il avait de la France coloniale. Oui, je crois que le premier article important est de 1944, qui s'intitulait « L'Algérie restera-t-elle française ?» mais aucun journal ne l'a accepté. Et finalement, il a dû être publié en 1945 sous le titre « L'Afrique restera-t-elle française ?» Parce que dire l'Algérie, c'était vraiment faire éclater une bombe de plus dans une période qui commençait à être troublée. On va trouver très tôt des articles dans Le Figaro, l'Observateur plus tard, Démocratie 60. Et petit à petit, donc, il est devenu davantage un journaliste dévoué à la cause algérienne qu'un homme de lettres, ce qu'il aurait voulu être en fait. Mais à partir de la veille de l'insurrection, 1954, là la position de Jean Amrouche va se radicaliser. Là ce n'est plus un problème de colonisateur colonisé, mais c'est un problème d'insurrection. Et comment va-t-il survivre? En tous les cas, il était à l'ORTF, donc comment allait-il survivre s'il prenait la défense des insurgés? Or, dès 1952, il va écrire une lettre à Jules Roy où il disait « Je sais que la France et l'Algérie ne pourront jamais vivre dans de tels rapports. Le divorce est net. » Donc à partir de 1954,
Là, je pense que pour lui, il n'y avait plus de nuances possibles. La cause algérienne était claire et il était clair pour lui qu'il ne pouvait pas survivre sans s'engager aux côtés de ceux qui luttaient. Et ceux qui luttaient, c'était donc les Algériens. Et sa relation avec De Gaulle, justement, et sa relation avec ce qui va devenir le FLN, va faire que, donc connaissant ces articles, on va faire appel à lui. Il était sollicité aussi bien par les Algériens pour les défendre, et après sollicité par le cabinet de Gaulle pour information. Donc il y a de très très beaux textes. Il posait le problème des camps. Hein, c'est un homme politique, mais je dirais qu'il y avait aussi un regard sociologique. C'était aussi un regard de sociologue et un regard de philosophe sur une tragédie qui était la tragédie algérienne. Il y a quelques années, dans un congrès, on me demandait de définir les mouvements nationalistes d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. J'ai dit simplement ceci. Les mouvements nationaux ne sont autres que l'expression du besoin tragique d'avoir un nom. D'avoir un nom reconnu et que l'on emplisse. Je ne veux pas faire l'analyse de la signification du nom par rapport à celui qui le porte et dont il est en quelque sorte la forme préexistante, car on ne se l'impose pas à soi-même. Le nom est ce qui nous est imposé selon un certain ordre de filiation. Après quoi, l'honneur et la nécessité consisteront à remplir cette forme de l'homme qui est symbolisée dans le nom. سماح غاكمي ستمور تبوي غدس الخبار النار سماح امي ستسكور تمك تغتور الدمار Les débuts littéraires de Jean Amrouche sont extrêmement prometteurs, et puis soudain, il cesse de publier. Cette interruption brutale de la production personnelle coïncide avec les débuts radiophoniques de Jean Amrouche. En effet, au début des années 50, époque où la radiodiffusion française n'hésitait pas à donner la parole à l'heure de plus grande écoute aux grands écrivains, Amrouche se voit confier l'enregistrement de longs entretiens avec Paul Léoto, André Gide, Paul Claudel, Giono ou encore Ungaretti. Amrouche a été, Paul-Marie Héron, l'inventeur d'un genre radiophonique. Ce que Jean Amrouche a inventé, c'est le principe d'un entretien radiophonique développé sur une série assez longue d'émissions, entre 20 et 40 émissions, totalisant une dizaine d'heures parfois, au moins 5 à 6, 7 heures, étendues sur plusieurs mois. Donc ce principe du feuilleton est vraiment de l'invention de Jean Amrouche. Et de surcroît, il s'agit d'entretiens radiophoniques destinés moins à critiquer l'œuvre qu'à la comprendre grâce à la complicité donc de l'auteur. Oui, c'est un petit peu l'intérêt de ces entretiens radiophoniques, c'est qu'ils combinent à la fois une vocation critique et en même temps une manière pour Jean Amrouche de se mettre au service de l'œuvre en sollicitant la collaboration de l'écrivain. Il l'avait du reste déjà dans la Tunisie française littéraire, dans la période de 1942-43, dans des articles sur la fonction de la critique, exposé cette nécessité d'une collaboration entre l'auteur et le critique, au motif que l'un et l'autre ne pouvaient jamais percevoir soit que l'envers, soit que l'endroit d'une œuvre. Alors Jean Amrouche a obtenu des plus grands écrivains de son siècle d'être venus se confier à son micro, ce qui apparaît, si l'on examine le milieu littéraire de l'époque, comme une sorte de prouesse, dans la mesure où les écrivains avaient une sorte de répugnance à venir se confier en public. Oui, il semble que dans l'esprit de beaucoup d'écrivains, il y eut comme une antipathie entre l'oral et l'écrit. Et la radio, qui n'était pas destinée à construire dans le durable, qui était le royaume de la parole, des paroles qui s'envolent alors que les écrits restent, ajoutait à cela une sorte de préjugé de la part des écrivains lié au caractère publicitaire et presque de prostitution. Se commettre sur les ondes radiophoniques, c'est aller à la rencontre d'un public, c'est le courtiser. C'est en même temps se prostituer. Jean Amrouche, lui, a en quelque sorte eu le grand mérite de mettre en confiance des écrivains prestigieux qui représentaient toute la génération importante de l'entre-deux-guerres
Et cela est lié aussi au fait que très tôt, dès la fin des années 20, alors normalien à l'école normale de Saint-Cloud en France, il a commencé à multiplier les correspondances avec les uns et les autres. En fait, le grand art de Jean Amrouche, Pierre-Marie Héron, a consisté à sortir assez régulièrement dans ses entretiens de l'œuvre à proprement parler pour entrer dans la biographie des auteurs et donc à permettre d'accéder à une certaine intimité. En réalité, Jean Amrouche, c'est la grande différence avec, par exemple, les entretiens que Michel Manol a obtenus de Colette ou que Robert Mallet a eu avec Léoto. Jean Amrouche répugnait beaucoup à l'idée de toute indiscrétion, toute perquisition dans la vie privée des auteurs, et il a toujours défendu l'idée que ces entretiens avaient principalement une vocation critique, et que c'est donc à travers l'œuvre où s'exprime le moi profond de l'écrivain que l'essentiel se vit et se dit. Toutes les incursions dans le domaine biographique n'étaient donc destinées qu'à asseoir un dialogue qui mettait en priorité l'œuvre, en avant ses problématiques, ses enjeux. Est-ce que Jean Amrouche travaillait avec l'idée d'engranger des témoignages qui seraient pour l'avenir en fait des témoignages irrécusables? Est-ce qu'il avait présent à l'esprit cette idée de travailler pour la postérité? Oui, c'est même comme il le confie dans son journal intime lorsqu'il commence la série avec André Gide. C'est d'une part le regret que les voix célèbres des siècles passés se soient tues et ne soient pas conservées, et d'autre part l'idée que, quelle que soit l'attitude de l'écrivain, de défiance ou de confiance, il y ait un document irrécusable fondé sur une voix qui gage la participation de l'écrivain à cette entreprise et qui puisse ensuite servir de document pour l'avenir. Ce problème que vous avez dépassé maintenant, disons le mot, le problème de la pureté dans l'adolescence, le problème du maintien de la chasteté, ce problème n'est pas un faux problème, c'est un problème qui existe, qui hante encore beaucoup d'adolescents, les adolescents les plus inquiets, ceux qui ont subi l'empreinte de la religion ou d'une éducation morale stricte. J'irai plus loin. Je dirais même que ce goût de la pureté, ce complexe de la souillure, que ce tabou du sexe, qui en est le fondement le plus profond, eh bien, que ce tabou du sexe me paraisse être une nécessité. Ceux qui n'abordent pas ce problème dans l'angoisse et avec beaucoup de difficultés, je crois que ce sont les moins bons, les moins intéressants, les moins scrupuleux, les moins complexes des jeunes gens. Oui, c'est fort intéressant de vous l'entendre dire. Je suis même assez disposé à le croire. Et plus vous aurez raison de dire cela, plus ça me fera regretter que ces cahiers d'André Walter soient écrits d'une façon aussi pénible, soient aussi mal écrits. Car certainement, il y avait là un problème intéressant. Il a cessé pour moi de m'inquiéter beaucoup. Je me souviens d'avoir écrit une phrase qui est à peine française, mais à laquelle je tiens beaucoup. Et quand j'ai dit plus tard, je ne sais plus où d'ailleurs, je fus sauvé par gourmandise. Eh bien, évidemment, à ce moment-là, la gourmandise m'apparaissait la sensualité. Et je n'avais pas encore lu cette phrase très étonnante de Coleridge qui fait de la sensualité une des vertus cardinales de l'artiste. Lorsque l'on écoute les entretiens de Jean Amrouche et d'André Gide, ce qui frappe d'emblée, et André Gide le précise d'ailleurs très très rapidement, c'est qu'il a accepté au fond ces entretiens sans aucune préparation. Il dit lui-même « je suis pris au débeauté » et il se laisse prendre au débeauté. Ce qui, de la part d'un écrivain dont la notoriété était parfaitement établie à l'époque, fait preuve d'une grande confiance finalement vis-à-vis de son interlocuteur. Oui, c'était même une gageure de penser qu'un homme aussi soucieux de son élocution, un homme d'une conversation extrêmement travaillée, un homme pour qui la distance entre l'écrit et le parler était extrêmement mince, accepta de se livrer à ce jeu du débeauté. Et peut-être peut-on un peu mesquinement ajouter que sans doute l'état d'extrême fatigue dans lequel André Gide se trouvait, l'idée d'une difficulté à pouvoir se lancer dans une œuvre écrite lui a permis de voir dans ses entretiens à la radio comme une manière à la fois de s'occuper et comme une voie de substitution à une activité de plus longue haleine et de plus grande conséquence. André Gide, du reste, ne semblait pas avoir misé énormément sur ses entretiens,
au sens où il s'agissait pour lui d'une conversation ponctuelle, sans horizon d'attente, et la préoccupation du public, du grand public, n'était pas intégrée. Pierre Amrouche. Dans les années 58, à la suite de certains articles dans la presse et de certaines conférences, il a été rayé des listes, si je puis dire, par Michel Debré. Il y avait une ambiguïté au sein du gouvernement français. De Gaulle était certainement par raison, pas par cœur, favorable à l'indépendance de l'Algérie, et son entourage, en la personne du Premier ministre Michel Debré, y était très opposé. Donc il y avait des tiraillements et les volontés du général n'étaient pas forcément respectées. Et donc Jean Amrouche a été renvoyé de la radiodiffusion française par Michel Debré. Il a été réintégré dans ses fonctions par De Gaulle quand De Gaulle a été informé de cette action. On a aujourd'hui le sentiment, Pierre Marieron, que la notoriété de Jean Amrouche s'est en fait essentiellement établie sur ses activités radiophoniques, au détriment peut-être de son travail de poète. Oui, Jean Amrouche est essentiellement l'auteur de poèmes, mais il semble que sa création soit un peu tarie à partir du moment où, sans doute au contact de grands écrivains français qu'il avait déjà approchés dans ses années de formation, par le biais de correspondance, puis de manière plus intime avec André Gide dans les années d'occupation. Lorsque, de retour en France, ou arrivant en France, s'occupant d'une revue, ayant 1000 projets littéraires, il cherche à percer, et en même temps, héritier d'une tradition où l'oralité compte peut-être plus que l'écrit, il a ce sentiment personnel que sa création est essentiellement une création orale parlée, qu'il est à l'aise dans le parler. Je fais allusion ici à une note de son journal intime dans laquelle il dit en 1945 « Et j'ai besoin du tremplin de l'autre pour essayer ma voix, j'ai sans cesse besoin d'avoir un vis-à-vis pour nourrir ma pensée. » Très, très visiblement, le genre de l'entretien radiophonique était propre à favoriser cette création à la fois critique et artistique, où le mouvement de la pensée est en train d'accoucher d'elle-même, cette formulation définitive d'une pensée se vérifiait. Et dans cette partie, Amrouche, homme de l'oral, se taillait la part du lion, puisqu'il était, c'est ce qui d'ailleurs terrifiait un peu certains amis journalistes, Georges-Emmanuel Clancier, qui l'a approché dans ces années, par exemple. Il était vraiment redoutable à l'oral, un génie de la maïeutique, un homme de grande culture, capable de mobiliser très rapidement dans le jeu courtois de l'argumentation ou de la conversation faussement naturelle, des idées, des opinions, des arguments qui montraient sa souveraineté dans ce jeu-là. Najet Rada. Il me semble que, après avoir fait l'expérience de l'écriture dans ses 2 premiers recueils, dans la pratique même de son écriture, que fait-il? De l'effacement. Il s'efface. Il s'efface pour mettre en vedette Dieu. Il s'efface pour mettre en vedette sa mère. Il y a donc une sorte d'effacement de l'écrivain qui va continuer dans ce processus à s'effacer derrière les grands ténors de la littérature contemporaine, mais qui, à la faveur de cet effacement, va pouvoir, dans les interstices, dans les silences, dans l'orientation qu'il donne aux interviews, dans l'orientation qu'il donne aux entretiens et à travers les analyses qu'il fait de façon journalistique, à travers toutes ces prises de parole considérées comme secondaires, c'est lui qu'il dit. C'est à la fois sa sensibilité, enfin à la fois tout ce que ses quêtes, et puis sa conception de la littérature, ses préférences.
Donc, c'est un texte en palimpseste, en quelque sorte, et il y a du Amrouche à travers tous les grands auteurs qu'il a interviewés. Est-ce que dans les dernières années de sa vie, Jean Amrouche vous faisait part de projets, de ce qu'il avait à cœur d'accomplir et des ambitions qui étaient les siennes? Il voulait écrire des nouvelles, des romans. Il pensait qu'il n'aurait pas sa place dans la nouvelle Algérie, dont il craignait à juste titre qu'elle sombre dans des mouvements extrémistes et totalitaires. Il se voulait être un homme heureux, vieillissant à la campagne, entouré d'arbres fruitiers qu'il aimait particulièrement, et se consacrant à la littérature. Je crois que c'était ce qu'il envisageait. C'est ce qu'il nous disait jusqu'à ses derniers jours. Mes yeux pleurent des fleuves de larmes sur la montagne aux chênes zen et sur la source des bûcherons. Salut à ma fille, l'abandonnée, qui me dira ce qu'elle est devenue? Depuis son départ, mes yeux la cherchent. Je vous dis adieu, ô mes seigneurs, à vous aussi, mon des Aïtirathen. Dieu Tout-Puissant est au-dessus de vous. Une vie, une œuvre, Jean Amrouche, avec Pierre Amrouche, expert en art africain, fils de Jean Amrouche, Denise Brahimi, universitaire et critique, Pierre-Marie Héron, professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier, éditeur du volume Les écrivains à la radio, les entretiens de Jean Amrouche, publié par le Centre d'études du XXe siècle de l'université Paul Valéry, Najet Rada, professeur à l'université Paul Valéry de Montpellier, auteur des littératures maghrébines d'expression française, publié aux éditions de l'Opelf, Pierre Rivas, maître de conférences à l'université Paris X Nanterre, Frédéric Jacques Temple, poète, auteur notamment des Eaux mortes, publié chez Actes Sud, et Tassadit Yassine, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Chacal ou La ruse des dominés, aux origines du malaise culturel des intellectuels algériens, publié aux éditions La Découverte, et auteur également de la publication Jean Amrouche ou L'éternel exil, fragments épars 1939-1950, coédité par Ibis Press et Awal. Texte lu par Laurence Bourdil, mixage Claude Niort, Fabien Aubert, réalisation Annie Flavel, une émission de Catherine Pont-Imbert.